Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Expatimo. Je suis en compagnie d'Antoine. Bonjour à tous. Antoine. Salut. Merci d'être si nombreux à être inscrits. Alors pour la petite histoire, ce webinaire et ce sujet est né de conversations avec des clients qu'on a pu avoir avec Antoine. On s'est rendu compte que tout ce qui est finance personnelle était un vrai sujet et on voulait partager avec vous aujourd'hui notre expérience en tant qu'expatrié sur comment bien piloter son budget en tant qu'expatrié et faire ses investissements. Donc j'espère que tout le monde a eu le bon lien. Désolé pour la petite manip technique qui a eu lieu en dernière minute, d'où les quelques minutes de retard. Donc merci à vous encore et on va commencer tout de suite. Donc, quand on est expatrié, on a souvent besoin de bien gérer ses finances. On va voir plus tard, mais il y a beaucoup d'expatriés qui vivent au-dessus de leurs moyens. Moi, j'ai grandi avec une certaine éducation où on m'a toujours dit que je serais majeur quand je serais indépendant financièrement. C'est toujours quelque chose qui m'a marqué et que j'ai toujours gardé en tête. Donc aujourd'hui, on va bien apprendre à gérer le budget, parce que ça fait partie de là. Alors bien sûr, vous êtes tous indépendants financièrement de par votre travail. Bâtir une indépendance financière, alors c'est souvent un grand mot qu'on met dans ce lot-là, mais je veux plus de construction financière. L'indépendance, elle vient surtout via le travail et comment bien investir, notamment comment éviter d'avoir comment bien gérer son risque. Alors, vous avez aussi une room de chat, je ne vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions et selon le flow de la présentation, on pourra même les prendre en direct. Donc, pourquoi il faut gérer son budget? En fait, le but, c'est vraiment de garder le contrôle de ses finances. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 50% des expatriés à Dubaï qui dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Donc, ce chiffre m'a vraiment étonné quand je l'ai su. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne gèrent pas leur budget, qui ne savent pas combien ils dépensent pour leurs loisirs, pour le loyer. On sait en général, mais on ne sait pas forcément la part que ça représente dans le budget, etc. Le risque aussi, pourquoi c'est important, c'est que dans le budget, il faut absolument allouer une partie pour épargner. Donc le but, c'est d'éviter les stress de fin de mois ou parfois de trimestre. Pour ceux qui nous écoutent et qui vivent à Dubaï, parfois vous donnez des chèques qui sont distribués, que vous devez payer tous les trimestres, par exemple pour votre loyer. Donc ça permet de bien pouvoir gérer sa trésorerie. Et ça permet aussi derrière de saisir les bonnes opportunités d'investissement en gérant bien son budget. Ça, on verra ça dans une troisième partie. Alors, il y a une méthode simple pour gérer son budget qui fonctionne assez bien, quel que soit son moment de vie. La première, c'est toutes les dépenses essentielles. Donc, je compte dedans les loyers, les courses, les transports et l'assurance. Et c'est tout, et rien de plus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet de vivre, d'assurer une stabilité pour votre famille. Et ensuite, on passe aux loisirs qui doivent représenter environ 30%. Donc, c'est tout ce qui est sorti, le nouveau vélo qu'on veut s'acheter ou le club de golf. Netflix, bien sûr, ça fait partie des loisirs. Donc, tout ce qui est abonnement, que ce soit même Spotify, etc., ça ne fait pas partie de l'essentiel. Et les voyages. Et ensuite, on rajoute 20% d'épargne, qui est soit un filet de sécurité, ça on peut aussi en discuter, soit qui peut être réinvesti. Pourquoi je veux discuter du filet de sécurité? C'est que souvent, on dit que quand on vit en France, il faut environ 3 mois d'épargne de sécurité, parce qu'on est souvent en CDI, etc. Vivant à l'étranger, on a souvent plus de coûts qui sont aléatoires, on va dire. Donc, on considère que, en tout cas, moi, personnellement, en vivant à l'étranger depuis 11 ans, j'ai toujours 6 mois de trésorerie sur ma partie essentielle de dépenses qui est en épargne, en cas de coup dur. Voilà, je ne sais pas, toi, Antoine, combien tu avais quand tu étais expatrié, mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est entre 3 et 6 mois en général. Exactement. Donc, si les charges essentielles sont trop élevées, parfois on se dit son loyer est trop élevé, il faut faire attention. Parfois on vit un peu, on se rend pas compte, mais on vit parfois au-dessus de ses moyens, de ses moyens. Donc, est-ce qu'on va pas chercher plus petit, etc. Et après, alors pour les étudiants, c'est autre chose. Il y a d'autres manières aussi de financer, et on peut aussi avoir moins d'épargne. Ça dépend aussi du niveau d'où on en est dans la vie. Donc,
une méthode, enfin, pour la gestion de budget, il y a une notion qui est très importante à connaître, c'est la différence entre un actif et un passif. Là encore, j'étais étonné de voir le nombre de personnes qui faisaient pas forcément la différence, donc c'était important pour moi de bien remettre ça en perspective aujourd'hui. Un actif, c'est tout ce qui vous rapporte de l'argent et ça se compte sur le doigt d'une main, il n'y en a pas 36 des actifs. Et les passifs, c'est tout ce qui vous coûte de l'argent. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont la ref, mais alors Antoine, du coup, on va jouer tous les deux, c'est une présentation que je fais parfois enfin souvent avec un certain public, des inconnus et avec la scène quand ils arrêtent de fumer et puis ils ont les images qui arrivent bien, pas bien. Bah là, c'est un petit peu le même jeu. Le but, c'est de voir qu'est-ce qu'est un actif et un passif. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Netflix, c'est clairement un passif. Pourquoi? Parce que c'est pas essentiel pour vous et bien surtout, c'est une dépense qui ne va jamais vous rapporter de l'argent. L'investissement dans des sociétés, donc via la bourse ou via d'autres produits, on considère ça comme un actif. Pourquoi? Parce que la société en question dans laquelle investir va travailler pour vous et vous reverser des dividendes, au-delà en plus de la prise de valeur potentielle de la société. Donc on va le classer dans les actifs. Ensuite, on a des crédits à la consommation, par exemple pour acheter une voiture ou une télé. Ça, il faut faire très attention parce que une télé, c'est un passif, c'est pas un investissement. Une voiture non plus, sauf si c'est pour aller au travail et qu'on n'a pas le choix. Mais sinon, si c'est pour du confort, c'est-à-dire s'il y a des transports en commun, on considère la voiture toujours comme étant un passif. Pareil pour le téléphone. Souvent, on se dit que j'ai investi dans un nouveau téléphone. Non, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte. Alors ça, si bien sûr on a un très vieux téléphone et pour travailler, on perd en productivité, c'est différent, mais ça reste des passifs. Et donc des dépenses souvent superflues. Et un crédit immobilier, donc à l'inverse du crédit à la consommation, le crédit qui permet, alors je ne vais pas forcément l'appeler crédit immobilier, mais un crédit qui permet d'acheter des actifs, ça c'est totalement différent parce que ça va vous permettre, et on va le voir plus tard, de créer un effet de levier. Donc c'est tout ce qui est crédit immobilier ou crédit pour acheter un actif, par exemple pour un entrepreneur qui fait un crédit pour pouvoir lever de l'argent pour son entreprise ou pour acheter une autre entreprise, on considère ça comme étant un actif. Et donc voilà, je reviens sur la voiture qui reste définitivement un passif pour donc un loisir et c'est pas du tout un investissement. Il faut surtout quand on l'achète à crédit parce que la voiture perd de l'argent naturellement au fur et à mesure que vous roulez avec. Même si c'est une voiture vintage, elle perdra au final. Enfin, en tout cas, elle ne pourra jamais aller être aussi enfin par rapport à l'inflation, elle perdra toujours de sa valeur. Alors sauf quelques modèles exceptionnels, mais c'est pas vraiment le sujet de cette présentation. La voiture reste toujours un passif, donc il faut bien qu'on prenne en compte cela quand on achète une nouvelle voiture. Voilà un petit peu pour résumer. Donc vous voyez les actifs, il y en a deux principaux. Après on pourra toujours aller en chercher d'autres à droite à gauche, mais à part l'investissement et enfin voilà, investir dans des actifs type société, immobilier ou des produits structurés qui vous rapportent de l'argent, ou sinon des bonds, c'est-à-dire des bons du trésor, que ce soit européens, américains, etc. Donc c'est de la dette pour financer les États. Voilà, les actifs, on les compte tous sur le doigt d'une main. Pour conclure sur la partie budget, donc pour bien le gérer, il existe, alors moi personnellement j'utilise des applications depuis maintenant plus de 20 ans pour gérer mon propre budget. Et ça permet vraiment de pouvoir savoir, alors sinon vous avez Excel, etc. Il faut aussi limiter bien sûr les dépenses en espèces, ou sinon bien les traquer dans vos applications. Et ça permet de bien savoir où on en est en tant qu'expatrié pour pouvoir, on va le voir par la suite, au mieux investir. Toi, tu utilises une application particulière, Antoine? Moi, je suis adepte du bon vieux tableau Excel, ça marche très bien. Et voilà. Moi, je suis sur une vieille application qui s'appelle iConta et qui fonctionne aussi très bien. C'est génial, j'ai mes comptes depuis quasiment 20 ans, depuis que j'ai commencé mes études. Alors, maintenant qu'on a fait notre budget, qu'on économise 20% de ce que l'on gagne tous les mois, on va pouvoir commencer à construire à partir de là. Et donc, il y a deux notions très importantes que l'on va voir. La première, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est que la première option, c'est de pouvoir investir directement dans un produit financier. Et la deuxième option, c'est de pouvoir investir dans un actif, un produit financier ou autre, via l'emprunt. En fait, l'effet de levier va vous permettre d'acheter un actif qui est plus gros que ce que vous avez via la banque. Donc, c'est la banque qui va acheter l'actif et c'est les revenus de l'actif
qui va rembourser la banque. Je parle bien d'actifs pour pas forcément parler que d'immobilier. Ça peut également exister, notamment en bourse, il peut y avoir des effets de levier. Alors là, pour le coup, je vais revenir sur un exemple concret, notamment sur l'immobilier, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le financement par la dette se fait souvent sur de l'immobilier. Donc, vous avez par exemple que 20 000 euros d'apport. Au lieu de les placer en bourse, où vous allez pouvoir du coup placer uniquement 20 000 euros en bourse, la banque va vous prêter 180 000 euros à 3,5% d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter un bien immobilier à 200 000 euros en ayant mis 20 000 euros d'apport seulement. Donc c'est ça qu'on appelle l'effet de levier. Comment ça se passe? C'est que vous allez rembourser la banque avec les loyers futurs qui vont tomber, donc pendant une vingtaine d'années. Et à la fin, au bout de 20 ans, vous serez entièrement propriétaire du bien avec les rentes que vous aurez. Donc au final, vous aurez des rentes qui seront indexées sur un montant de 200 000 euros, alors qu'à la base, vous avez mis que 20 000 euros. Il y a d'autres notions à prendre en compte, notamment l'inflation. C'est-à-dire que là, on parle d'un bien immobilier à 200 000 euros et au bout de 20 ans, il vaut toujours 200 000 euros. Mais il y a quand même peu de chances que ce soit le cas parce qu'avec l'inflation, la valeur du bien va monter. Et surtout, l'inflation, enfin, les rentes que vous aurez au fur et à mesure du remboursement du crédit vont également augmenter avec l'inflation. C'est-à-dire que les loyers augmentent naturellement avec l'inflation. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus puissant, notamment en France, parce qu'on a des conditions bancaires qui sont exceptionnelles avec des taux fixes sur 20 ans. Donc c'est un levier assez puissant qu'on peut utiliser très jeune et facilement jusqu'à 60 ans, notamment en France. Donc même si on emprunte sur 5-10 ans, c'est des leviers à utiliser et surtout essayer de s'endetter au maximum auprès des banques pour pouvoir l'exploiter. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, Antoine. Pas de questions pour le moment. N'hésitez pas à les poser dans le chat directement s'il y en a. Ah, s'il y a une question, pardon, de Nelson qui demandait dans les dépenses essentielles. Alors, c'était plus sur la partie budget. Je ne sais pas si tu veux y revenir après. Dans les dépenses essentielles en fonction du pays. Non, c'était plus une remarque, pardon, qui disait que ça pouvait représenter plus de 50%, notamment en Suisse. Donc ça, c'est ce que tu disais, effectivement, il peut y avoir des deltas en fonction de situations particulières. Je pense notamment aussi quand on a des enfants à charge qui sont en études et qu'il faut dépenser, enfin qu'il faut définir dépenser des dépenses d'études en termes de logement, en termes d'école, en termes de transport, etc. Donc ça, ça peut effectivement, les ratios de dépenses peuvent effectivement changer. Mais ce qui est important aussi à retenir dans cette répartition de 50-30-20, c'est que les 20% que vous mettez en épargne servent aussi justement à financer ce type de projet. Donc ça sert à financer l'épargne de précaution, comme disait William, mais aussi d'autres types de projets, soit de l'investissement, soit une épargne en cas, une épargne pour le futur, pour les enfants notamment, pour préparer leurs études. Donc voilà, ça rentre un petit peu dans ce cadre-là, et c'est avec cette épargne-là qu'on peut financer ce type de projet. Oui. Après, si on parle, oui, il faut garder de l'épargne de ces 20%, il faut absolument les garder, quitte à jouer entre les 50 et 30% de loisirs pour vraiment garder les 20% d'épargne qui serviront plus tard pour les dépenses futures notamment éducation des enfants. Mais alors, pour revenir sur le cas de la Suisse, oui et non. C'est-à-dire que moi, ça fait 11 ans que je suis à l'étranger dans des pays qui sont au même niveau, donc Singapour et Dubaï. En termes de dépenses, etc. On est sur des pays qui sont très chers également. En termes d'assurance, normalement, on devrait arriver en tout cas à ces ratios de au moins pouvoir mettre 20% de côté. Après, le ratio 50%, 30% peut varier en effet selon les pays. Mais ça me semble assez important vraiment de garder de l'épargne et quitte à réduire son train de vie pour augmenter son train de vie dans le futur avec l'épargne que l'on aura mis. Donc ça, c'était le premier. Donc l'effet de levier était vraiment la chose, une première chose importante. Et la deuxième, c'est l'effet du temps. Donc c'est l'effet des intérêts composés. Les intérêts composés, la légende dit qu'Einstein aurait dit que c'était la 8e merveille du monde. J'ai jamais vraiment trouvé la source, mais ça se dit un petit peu dans les forums d'investisseurs. L'effet de levier, si vous investissez par exemple 100 € par mois à 5% sur 25 ans, alors 5%, c'est le rendement moyen du capital si vous prenez une échelle de 2000 ans. D'après les recherches, c'est 5% par an, c'est rendement moyen net d'impôt sur le capital. Donc sur 25 ans, vous aurez mis 30 000 € de votre poche
et alors rien qu'avec ce rendement, vous aurez eu quasiment autant en intérêt. Donc, c'est une courbe en fait qui est, alors techniquement, elle n'est pas exponentielle, mais qui le devient, c'est-à-dire que à chaque année, c'est-à-dire que si on a 5% de 100 000 euros, la première année, on aura 105 000 euros, et ensuite les 5% seront calculés sur 105 000 euros. C'est ça qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas les intérêts chaque année, vous les réinvestissez la somme, et c'est comme ça qu'on arrive à des courbes qui sont assez exponentielles. Alors, c'est vrai que toujours au début, on se dit, bon, bah, les 5 premières années, t'es gentil, William, mais ça augmente pas très fortement. Je vois pas trop l'intérêt de faire tout cet effort. Je préfère me faire plaisir. Mais si on regarde des Warren Buffett ou d'autres personnes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé très jeunes et ils sont sur des échelles de 60 ans. Et c'est la première fois qu'on a autant de recul sur les intérêts composés des personnes qui commencent si tôt et qui arrivent à vieillir en plus jusqu'à tard. Donc les intérêts composés déjà sur une échelle de 25 ans, je vous laisse faire un Excel, ça prend 2 minutes. On arrive sur des courbes qui sont vraiment très très intéressantes. Et 5%, ça reste des taux qui sont très raisonnables sur le revenu du capital. Tout ça pour dire que les 20% d'économies que vous faites sur votre budget, vous vous dites ah c'est bon, ce mois-ci je peux me faire un petit peu plaisir. En fait, si vous décuplez ce plaisir supplémentaire sur une échelle de 20 ans, en fait, il coûte beaucoup plus cher que ce qu'on ne le croit. Donc ça, voilà, c'est vraiment, on a vu la partie budget, comment bien le gérer pour pouvoir mettre de côté. Ensuite, les leviers qui existent, donc le levier du crédit et le levier du temps. Et maintenant, on va voir un petit peu comment bien investir. Alors, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est plus comment structurer les risques de votre investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque investissement est risqué. Par définition, on va parler de ratio risque-rendement. Si vous avez une opportunité à 20%, elle est beaucoup plus risquée que votre livret A à 2,5%. Et si le livret A est à 2,5% et pas 1%, c'est que techniquement, c'est plus risqué dans cette période de temps. Donc, le risque est toujours associé à un rendement et inversement. Donc, on va voir un petit peu les différents risques qui existent, notamment quand on est expatrié. La première, c'est le risque de marché. Donc, quel actif vous allez acheter? Où est-ce que cet actif est basé? Est-ce que la valeur peut fluctuer rapidement? Le deuxième risque principal, c'est monétaire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter un actif, par exemple en US dollar, qui est basé sur l'US dollar, mais vous aurez par exemple des dépenses en euros ou en francs suisses. Donc, comment va se comporter le franc suisse par rapport à l'US dollar dans les 10 prochaines années, etc. Par exemple, si vous faites un prêt immobilier en francs suisses pour acheter en France en euros, il faut savoir que l'euro en moyenne se dévalue de 2% par an. Donc, ça veut dire qu'il va falloir assurer que les loyers que vous allez recevoir en euros pourront bien rembourser le crédit que vous aurez en francs suisses. Donc ça fonctionne. Je prends le Suisse, mais ça fonctionne aussi quand on investit à Dubaï, par exemple, qui est basé sur l'US dollar, sur tous les investissements, notamment en Asie, Philippines, Bangkok, etc. On va avoir des revenus futurs en Thai baht. Comment va se comporter le Thai baht? Donc, il faut vraiment faire attention. Le risque monétaire, en plus, vous avez souvent vos salaires à l'étranger. Il faut bien le mettre en perspective pour évaluer le risque d'un investissement. Ensuite, il y a la liquidité. Est-ce que c'est facile à revendre s'il y a un besoin d'urgence? Si aujourd'hui, vous achetez des actions qui sont basées sur un portefeuille mondial, en moins de 24 heures, vous avez les liquidités sur votre compte. Si vous achetez des SCPI, ceux qui ont acheté des SCPI, il y en a qui sont plus liquides que d'autres. Il y en a qui peuvent être revendus en 2 mois, d'autres en 2 ans. Un bien immobilier, selon les villes, selon les quartiers, pareil. Alors, vous allez me dire, c'est une question de prix. Plus on baisse son prix, plus ça sera liquide, c'est certain. Mais voilà, si la liquidité de l'actif est très importante aussi à mettre en perspective. Si on a juste, par exemple, 200 000 euros de liquidité à investir que pendant 2 ans, on va pas les mettre dans l'immobilier parce que, par exemple, je prends un exemple de 2 ans. Si vous rentrez en France et que vous avez besoin d'acheter votre résidence principale, sur 2 ans, c'est trop court pour faire un aller-retour sur l'immobilier. Autant le mettre sur un autre actif. Donc, la liquidité de l'actif est très important aussi à prendre en considération pour le choisir. Et ensuite, il y a tout un aspect légal et fiscal, c'est-à-dire que ce sont des règles mouvantes. Alors, on a toujours le cliché de se dire qu'en France, les règles sont très mouvantes, mais c'est pas le cas. C'est aussi le cas dans d'autres pays. Vous prenez aujourd'hui les UK, par exemple, ont un système fiscal qui a énormément évolué depuis 5-6 ans. Vous prenez aussi, par exemple, des pays d'Asie ou des personnes qui ont acheté de l'immobilier, le système fiscal et légal
peut changer. Par exemple, un investissement à Bali, aujourd'hui, les terres sont allouées pour 20 ou 50 ans, ça pourrait très bien changer, etc. Donc, ce que je veux dire par là, je prends plusieurs exemples pour ne pas faire de finger pointing sur un pays en particulier. Mon sujet, c'est plus de bien prendre en compte le risque légal et fiscal qui est mouvant, et c'est pas qu'en France qu'il est mouvant, il est mouvant partout. Donc, bien essayer de l'anticiper, et surtout comment l'actif est exposé par rapport à ça. Donc, pour réduire les risques, il y a une règle d'or dans l'investissement, c'est investir dans ce qu'on comprend. Si un copain vous dit achète ça, c'est génial, tu vas faire 30%, mais que vous ne comprenez pas cet actif, c'est en général pas une bonne solution, parce que vous allez toujours être dépendant d'intermédiaires qui, vous ne serez pas maître de votre investissement. Dans le cadre de l'immobilier, on parle toujours de l'emplacement, c'est très important. Plus l'emplacement est bon, plus on a de locataires et on a une valorisation à long terme. Il faut bien analyser la rentabilité dans son entièreté. Quand je dis l'entièreté, c'est aussi sur le risque monétaire que l'on a vu, le risque fiscal et légal que l'on a vu ensemble. Et c'est vraiment prendre en compte tous les coûts, soit dans l'immobilier, mais aussi en bourse, quand on achète depuis l'étranger, quand je vais rentrer en France, quel impact sur la plus-value, etc. Et il faut toujours avoir un scénario pessimiste. Si vous êtes à l'aise avec un scénario pessimiste, c'est un bon investissement, je ne sais pas, mais en tout cas, vous réduisez votre risque. Je prends le cadre de l'immobilier. Si vous tirez les chiffres pour que c'est bon, ça rentre dans mon scénario uniquement si on est très très optimiste, alors n'y allez pas. C'est uniquement dans des scénarios pessimistes qui tiennent la route, sur lesquels on va sur des projets. Je prends l'immobilier, mais ça fonctionne aussi pour d'autres scénarios d'actifs. Donc très important de pouvoir anticiper ça et pas se dire oui c'est bon j'y vais. L'actif, c'est sûr, va prendre 30% les 5 prochaines années parce que ça et ça. Et parce qu'on peut parfois avoir des billets qui sont de confirmation, notamment en groupe, enfin dans son environnement. Il faut vraiment rester prudent et garder, alors sans être trop pessimiste, hein, mais garder la tête froide. Et surtout, si votre actif, par exemple, est dévalué, est-ce que vous avez bien la trésorerie derrière pour assumer? Est-ce que dans le cadre de l'immobilier, vous avez une chaudière qui casse? Est-ce que vous pouvez bien assumer 3 000 € de réparation? Voilà, surtout quand on est expatrié, d'avoir ce matelas de sécurité. Donc le but, c'est vraiment de construire son indépendance financière et faire travailler, donc via le budget, pour faire ensuite travailler l'argent au fur et à mesure avec l'effet de levier et l'effet du temps, avec les intérêts composés, pour faire croître le patrimoine. Et derrière, en fait, la clé, et ça Antoine aussi pourra bien en témoigner, c'est l'action. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, l'investissement, c'est quelque chose que j'ai le temps, je peux toujours faire une dépense en plus ce mois-ci, je réinvestirai plus tard le mois prochain, etc. En fait, quand on comprend l'effet du temps et les intérêts composés, on se rend compte que le temps, c'est réellement de l'argent. Et il faut commencer dès aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de timer le marché. Je parle de marché boursier ou quand on est là sur du long terme, il faut bâtir sur les actifs stables son patrimoine, mais ça ne sert à rien de timer le marché. Timer le marché, ça veut dire penser que, par exemple, ça sera plus haut ou plus bas dans 1 ou 2 ans, du coup, j'attends. Si on prend, par exemple, l'effet de levier combiné avec les intérêts composés, notamment sur l'immobilier, en fait, on se rend compte qu'il faut, quel que soit le crédit, le taux du crédit immobilier, il faut investir. Pourquoi? Parce que si le taux du crédit est élevé, ça veut dire que l'inflation est élevée et ça veut dire que les loyers vont toujours augmenter alors que votre taux sera toujours fixe, votre remboursement sera toujours fixe. Donc, si je prends l'exemple de mes parents qui ont acheté dans les années 80 alors que les taux étaient à 15%, personne qui a fait un prêt immobilier à 15% dans les années 80 regrette d'acheter parce que l'immobilier, au final, a rattrapé bien l'inflation, etc. Donc, la clé, c'est vraiment l'action parce que souvent, on repousse cela, on se dit, c'est pas le bon moment, etc. Mais en fait, on perd des mois de loyer, des mois de dividendes potentiels. Voilà, c'est un peu mon message parce que je vois beaucoup de personnes qui attendent, qui pensent mieux savoir que les autres quand est-ce qu'il faut timer le marché et c'est pas forcément le cas. Ouais, si je peux me permettre d'ajouter une précision par rapport à l'effet d'attente sur les taux notamment, c'est effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on emprunte à taux fixe en France, mais il y a la possibilité aussi de renégocier son taux à la baisse si les taux vont effectivement baisser. Donc,
Pour les personnes qui attendent d'avoir des taux les plus bas, c'est pas forcément effectivement la bonne idée, puisque si les taux baissent à un moment donné, comme certains le prédisent, on a toujours cette possibilité-là qui permet de baisser le coût du crédit une fois que ça arrive. Et on n'est pas non plus à l'abri que les taux remontent. Donc voilà, en 2 mots, on voulait aussi vous présenter ce qu'on faisait. Donc moi, je suis le fondateur d'Expatimo, une société de services que j'ai fondée il y a 5 ans depuis Singapour, où on propose des services d'immobilier clé en main pour les expatriés. On va sourcer le produit, on va vous trouver un financement, on va gérer les travaux et l'ameublement et ensuite la gestion locative. On peut également vous accompagner sur la fiscalité. Et j'ai oublié de mettre à jour, mais on a une nouvelle ville qui a ouvert au Havre il y a 3 semaines, sur lequel on fait aussi on trouve de bons produits en locatif. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le sujet de l'investissement de manière générale et de l'immobilier. Voilà, je ne sais plus si j'ai dit cela en plus, ouais, c'est la partie contact. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Je sais qu'en général, alors c'est la première fois que je fais un webinaire. Alors, Nelson, dépenses essentielles, ah oui. Non, il n'y a pas eu de questions en plus, pour ça a été très clair. Ah, si on a une qui arrive. De Luna, pensez-vous que c'est une bonne idée de transférer les épargnes des États-Unis en France, étant donné les changements politiques et financiers aux États-Unis en ce moment? Alors, c'est vaste sujet. Je ne pense pas qu'il y ait un risque particulier sur l'épargne aux États-Unis. En France, l'épargne est garantie jusqu'à 100 000 euros par compte bancaire. Si vous voulez vraiment garantir votre épargne, il vaut presque mieux la mettre au Luxembourg, par exemple. Après, j'ai envie de dire, la notion sera plus sur la partie change. C'est-à-dire que l'USD est assez fort depuis un certain temps. Là, il a rebaissé par rapport à l'euro, donc c'était peut-être le bon moment de racheter des euros parce qu'ils n'étaient pas chers. Là, les euros ont remonté. Mais je dirais que c'est plus par rapport à un effet de change si vous croyez plus à l'Europe ou aux États-Unis. Mais bon, ça, c'est un avis qui est plutôt personnel. J'ai pas d'avis particulier à partager sur le sujet. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Antoine. Non, ça me paraît clair, effectivement. Alors, les assurances vie, en fait, l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. C'est une enveloppe fiscale dans laquelle, derrière, on va pouvoir mettre des actifs. On peut très bien mettre des SCPI, on peut très bien mettre de l'immobilier, des comptes titres, etc. Donc, c'est déjà une enveloppe fiscale qui est plébiscitée en France, etc. Moi, en tout cas, les points d'attention sur l'assurance vie, ce sont les frais. Je n'en parle pas trop dans cette présentation, mais il faut faire très attention aux frais. Parce qu'on se dit que entre 1% de frais et 1,5% de frais, c'est juste 0,5% de plus. Mais non, c'est 50% de plus. Et ça, sur 20 ans, c'est énorme sur les intérêts composés. Donc, les assurances vie, alors, en totale transparence, j'en ai aucune à recommander parce que je les connais pas forcément et que c'est pas forcément l'objet de la conversation. Mais je pense que c'est une bonne enveloppe fiscale, mais il faut être très prudent sur qui la gère, les frais de gestion. Et en fait, parfois, juste un compte titre ou un PEA, c'est assez frugal comme investissement. C'est aussi optimisé fiscalement, notamment, je pense au PEA. Et on a beaucoup moins de frais de gestion de l'assureur. Parce que l'assurance vie, en fait, c'est simple, je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4 sur le marché. Enfin, il y en a plein qui sont en B2C, mais derrière, vous n'en avez que 3 ou 4. Et ces 3 ou 4, déjà, ils prennent 0,9% de frais de gestion. Donc, en plus, vous avez la surcouche en général de soit votre banque ou l'agence commerciale qui le fait. Et donc, voilà, il faut être assez prudent sur les assurances vie. Pour ceux qui ont des plus gros portefeuilles, il existe aussi des assurances vie au Luxembourg pour qui ça intéresse. Donc, voilà un peu mon... Je ne sais pas si tu as d'autres... Non, très clair. Y a Greg qui avait une question par rapport au financement pour quand on est un expatrié aux Émirats qui veut prendre un crédit immobilier en France pour un bien en France. Est-ce obligé d'avoir 30% d'apport? Alors, obligé, non, ça va dépendre du profil. La banque va financer 90% du bien, mais pas forcément les frais annexes. Donc, je parle des frais de notaire, d'agence, etc. Donc, si on prend... faut savoir aussi que les banques, aujourd'hui, elles ont besoin d'avoir d'équilibrer leur bilan. Donc, elles ont besoin d'avoir du cash sur leur compte. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut 30% de liquidité sur un projet, mais ça ne va pas uniquement servir pour l'apport. C'est-à-dire que sur un projet à 200 000 euros, il va falloir 60 000 euros d'apport, par exemple. Mais dans ces 60 000,
on va par exemple bloquer 20 000 euros en nantissement et 40 000 euros qui vont aller dans le projet. Donc voilà, il faut 30% de liquidité, mais mais on va pouvoir lever quand même plus d'argent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lever au moins, je dirais, 80% de la somme, tout frais compris. Il y a Arthur qui nous dit investir sur les stocks, oui, mais pour la liberté financière, vraiment. S'il faut attendre 30 ans pour commencer à les utiliser, je préfère la rente IMO pour financer ma liberté. Ouais, alors la liberté, c'est un vaste sujet aussi. On va pas en débattre tout de suite. Alors, moi, ma réaction à la chose, je dirais qu'il faut équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'IMO à effet de levier, mais les stocks, il faut pas non plus les délaisser. J'aime bien dire que le seul avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Donc, si on n'est plus capable d'en faire, parce que c'est pas non plus illimité, en tout cas avec les conditions bancaires en France, les stocks, c'est aussi un bon moyen de pouvoir capitaliser voilà, mais l'effet de levier, enfin la liberté financière à 30 ans avec les stocks, ça va dépendre du montant, de ce que l'on peut épargner et de qu'est-ce qu'on appelle liberté financière. Est-ce que c'est en Ferrari ou en Twingo? Nelson qui nous demande notre avis sur les SCPI en tant qu'expat. Je crois que tu as une expérience à partager. Arthur qui complète sur acheter des stocks avec les rentes, c'est très bien, ça permet de capitaliser pour ensuite avoir un autre apport. Là, on est clairement dans l'intérêt composé sur l'immobilier, donc c'est très bien. Les SCPI, alors moi, il faut être prudent sur les frais et en fait, les SCPI, c'est génial parce qu'on n'a rien à faire, on n'a rien à gérer du tout. Ça, on peut pas leur enlever. Mais on est dépendant d'un gestionnaire. Donc, est-ce que le gestionnaire va bien gérer? Notamment, là, il y a des questions qui se posent sur des bureaux. Et, je sais plus le taux de vacances augmente, par exemple, à Paris. Donc, comment le gestionnaire va gérer ça? Est-ce qu'il va retrouver de nouveaux locataires? Le gestionnaire aussi décide du prix de vente. Donc, si vous voulez sortir, et c'est ce que je disais un petit peu en aparté sur la liquidité. Alors, attention, je mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des très bonnes SCPI qui ont des bonnes liquidités et d'autres qui en ont des moins bonnes, en tout cas aujourd'hui. Donc, faut faire attention. Voilà. Et un dernier détail sur la SCPI, je sais qu'il existe 2 réglementations qui sont assez proches et certaines qui sont très contrôlées par l'AMF, d'autres beaucoup moins, et c'est celles notamment qui se sont moins contrôlées qui se sont bien crachées dernièrement. Mais enfin voilà, les SCPI font partie d'un actif comme un autre sur lequel vous avez aucune gestion. Voilà. Mais pareil, il faut faire attention aux frais qui sont liés, que ce soit à l'entrée ou de gestion derrière. On n'a plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour. Si on peut en prendre une dernière éventuellement, s'il y a encore des choses qu'on n'a pas traitées. Oui, Greg qui nous demande en tant qu'entrepreneur aux Émirats, les banques françaises prêtent-elles? Alors, oui, si on est capable de prouver 3 ans de bilan minimum, une activité stable, un salaire aussi stable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se verser un salaire tous les 3 mois, mais il faut avoir des comptes en banque assez clean sur des revenus récurrents. Les banques sont amenées à prêter, c'est pas impossible qu'elles demandent plus que 30% d'apport. Enfin, notamment sur la partie nantissement, elles vont demander d'autres garanties. Voilà, bon, je suis dans le même sac en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément évident d'emprunter depuis l'étranger, mais je l'ai fait, donc c'est possible. C'est possible. Les banques clairement ont des moins bonnes conditions pour les entrepreneurs à l'étranger que pour les salariés à l'étranger, que pour les résidents fiscaux français. Et on a Jean-Baptiste qui nous demande est-il judicieux de se passer de l'effet de levier pour investir dans un bien avec le moins de crédit possible? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Si on peut faire de l'effet de levier, voilà, il faut en profiter au maximum. En fait, ça dépend aussi un peu de l'âge. Parfois, si on a 50, 60 ans, qu'on veut des rentes, ça peut être possible. Mais c'est vrai que l'effet de levier, ça reste. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez. Allez, qu'est-ce qui dit ça? C'est Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste, je pense qu'il a au moins 200 000 euros en liquidité, plutôt que d'acheter un appartement à 200 000 euros, autant en acheter 2, on met 50% d'apport, on fait un prêt sur 5 ou 10 ans, et puis comme ça, dans 5 ou 10 ans, vous en aurez 2. Ça permet de pouvoir démultiplier quand même les pains, sauf si vous avez besoin des rentes tout de suite. Ça fait vraiment partie du plan de vie. Si vous avez besoin des rentes tout de suite, oui, vous pouvez l'acheter cash. Mais si vous travaillez toujours, par exemple, pour 5 ou 10 ans, autant démultiplier les pains.
Arthur qui nous demande est-ce que le LMP est mort et enterré? Devons-nous penser société only? Oh non, il est loin d'être mort, hein. L'avantage fiscal existe toujours, notamment sur l'amortissement. Et si on pense long terme, vous avez donc, je pense que, alors pour ceux qui maîtrisent pas forcément, je vais recontextualiser. Le LMNP, c'est un régime fiscal qui est le loueur meublé non professionnel, qui permet d'amortir la valeur du bien de son assiette imposable et donc de ramener son assiette imposable à zéro. Ce qui permet de ne pas payer d'impôt sur les revenus locatifs pendant entre 7 et 15 ans selon la rentabilité du bien. Donc dans l'ancien régime, quand on revendait son bien au bout de 20 ans par exemple, on calculait la plus-value brute du bien sans réintégrer l'amortissement. Depuis le 1er janvier 2025, on est obligé de réintégrer l'amortissement. Donc on paye plus d'impôts sur la plus-value. Néanmoins, quand le but de ce type d'investissement, c'est pas forcément de faire des allers-retours, c'est de le garder sur le long terme. Et l'impôt sur la plus-value est décroissant à partir de la 6e année. Il y a même des arrangements pour le faire dès la 5e année. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, si vous le revendez au bout de 20 ans, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais vous payez que 10% d'impôt sur la plus-value et pas 30%. Et à 30 ans, vous payez plus que 0% d'impôt sur la plus-value. Donc, sauf si on veut faire des allers-retours, et en effet, bon, peut-être que le LMNP, c'est pas forcément idéal, mais la société, c'est un peu le même type de régime fiscal dans ce cas-là. Si on est sur du long terme, l'impact est très très faible au final. L'impact de la loi 2025 est très faible. Alors, les crédits bancaires aux Émirats, c'est ça, pour un bien. Ouais. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que pour faire un crédit bancaire, il faut faire un crédit bancaire dans le lieu de l'actif immobilier. Pourquoi? Parce que c'est des questions d'extraterritorialité. C'est des questions que si vous ne pouvez pas faire un crédit bancaire en France pour acheter aux Émirats, parce que la banque ne pourra pas prendre l'hypothèque du bien si vous n'arrivez pas à rembourser. Ça, c'est le premier point. Donc là, Greg, il demande vraiment pour un emprunt aux Émirats. Pour les Émirats, oui. Alors, on maîtrise moins ce marché, même si j'y habite, dans le sens où on reste sur des taux qui sont variables aux Émirats, contrairement en France où c'est des taux fixes, et sur un marché qui est également plus variable, plus volatile que le marché français. Donc, pour moi, c'est toujours pertinent d'utiliser l'effet de levier, et peut-être qu'il faut mettre plus de backup derrière. Ok, bon, on a fait le tour à nouveau des questions. Super, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour parler investissement au sens large si vous avez des besoins, que ce soit Antoine ou moi, on a une bonne expérience dans le sujet, on est tous les deux expatriés, enfin Antoine est rentré en France il y a 2 ans, mais a été pendant 6-7 ans expatrié. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, le replay sera disponible, n'hésitez pas aussi à le partager avec vos amis. Et le prochain webinaire aura lieu alors j'ai pas la date précise, ça sera courant avril, deuxième partie sur la comptabilité pour notamment les liasses fiscales qui devront être rendues au gouvernement, enfin à l'administration fiscale à partir du mois de mai. Donc on va faire un webinaire avec un partenaire comptable pour pouvoir vous guider notamment pour les questions LMNP, je crois que c'était Arthur, SCI, etc. et comment bien déclarer aussi la déclaration qu'est-ce qui change pour la déclaration de mai 2025. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, William. On vous dit à bientôt pour le prochain webinaire et on reste à votre disponibilité. À bientôt. Bonne journée.